Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs, tous les mercredis en direct sur Décideur TV et Madines. Vous avez la parole dans cette émission. Je vous invite à poser à tout moment vos questions à nos invités du jour grâce au chat à côté de cette vidéo. La semaine dernière, nous parlions d'une des premières étapes du lancement de sa startup, le choix du nom et de son logo. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans l'aventure entrepreneuriale en s'intéressant au premier chiffre d'affaires de sa boîte et au premier salaire, alléluia, de l'entrepreneur. Comment se gère cette phase? Faut-il se payer ou réinjecter l'argent dans la société? Que faire de ses premiers revenus? Des questions en plus des vôtres auxquelles vont tenter de répondre deux entrepreneurs. Carlos Diaz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de passage sur Paris puisque vous êtes maintenant installé à San Francisco pour lancer votre nouvelle startup, Quarter, qui est une plateforme de social TV. Vous allez nous en dire un petit peu plus peut-être? Oui, c'est très simple. En fait, Quarter, c'est une technologie qui permet à des millions de téléspectateurs d'interagir live avec leur programme télé favori. Donc, on rend l'expérience télé interactive. On a cru, ça fait longtemps qu'on parle de la télé interactive. On a essayé de créer cette interactivité à travers l'objet télé. Ça n'a pas vraiment marché. Et donc, nous, on a déporté cette interactivité sur le deuxième écran. C'est-à-dire, chacun utilise son téléphone et sa tablette. Donc, on a déporté l'interactivité de la télé sur ça. Et donc, les gens participent avec l'émission en utilisant leur téléphone. Très bien. Donc, c'est la télé du futur. Ouais. Et je rappelle que vous avez créé auparavant, en 2007, Blue Kiwi, qui est le spécialiste français du logiciel social d'entreprise. Qui existe toujours. Hein. Existe toujours. Hein. Vous êtes toujours actionnaire d'ailleurs. Hein, non, ça y est. Moi, tout est vendu. C'est Atos, le patron de Blue Kiwi. Très bien. Et le groupe Reflect également avec votre frère, ça c'était encore avant. Et là, je suis encore actionnaire. Voilà. Et aussi, vous avez été, petite anecdote, un des fondateurs du mouvement des pigeons, évidemment, dont on a parlé avec Jean-David Chamboredon. Je fais partie des gens qui ont été plumés. Exactement. Sur ce plateau également, Mathieu Vincent. Bonjour. Bonjour, le cofondateur de WeCook, un site qui permet de planifier ses repas de la semaine. Si je me trompe, on est prêt. C'est à peu près ça. Vous venez sur le site, vous nous dites voilà qui je suis, voilà qui est ma famille, mes goûts, mes compétences, mes critères, quand est-ce que je suis là, mes envies. Et on vous fait une proposition de repas pour la semaine. On en déduit la liste de courses et on vous permettra de la commander directement sur des drives ou des supermarchés partenaires. Voilà, lancé en décembre 2010 et qui a levé en septembre dernier 300 000 € pour le développement. Pour accélérer et continuer le développement. On en parlera justement dans cette émission. Première question, justement, c'est le thème de cette émission pour chacun de vous deux. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier chiffre d'affaires? Le premier euro? Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'était… Moi, je me rappelle, c'était ma première start-up, donc c'était en 96. On faisait des sites web à l'époque, donc 96, il faut se remémorer. C'était pionnier. Notre concurrent, c'était le Minitel. Et on a vendu notre premier site web à une marque de cosmétiques. Et je pense je ne me rappelle plus du chiffre que c'était, mais on avait toujours une énorme fierté parce que en fait, je pense que la vraie vocation d'un entrepreneur, c'est de transformer une idée en business. Donc, faire une facture, c'est finalement la concrétisation de ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement une idée, c'est pas simplement un truc que je parle avec mes potes et que ah ouais, c'est cool. Non, maintenant, ça devient un véritable business et ça génère du revenu. WeCook, pareil, le premier chiffre d'affaires, est-ce qu'il est déjà intervenu? C'est juste en ce moment, on est en train de le finaliser. Et je pense que c'est assez typique de ce que beaucoup de startups vivent. C'est-à-dire on est parti sur un projet très B2C, très orienté utilisateur, et on est en train de faire un premier chiffre d'affaires sur du B2B, à vendre une partie de la technologie à un grand groupe pour financer le développement et convaincre des investisseurs pour aller plus loin. Au bout de combien de temps justement c'est arrivé ce premier chiffre d'affaires? Au moment où on en est, ça fera à peu près 3 ans depuis le moment où on s'est dit on y va. D'accord. Donc il faut s'accrocher pendant ces 3 ans, être persévérant. Ça a été long. Ouais. Pareil, Carlos, au bout de combien de temps ça s'est fait? Il faut, vous disiez aux États-Unis notamment, c'est la règle des 8 trimestres, c'est ça? Oui, non, mais enfin, il n'y a pas de. Quand on fait du chiffre d'affaires, après la question c'est est-ce qu'on se paye quand on fait du chiffre d'affaires ou pas quand on crée sa boîte. Ça dépend aussi beaucoup de l'argent qu'on lève et ça dépend aussi de qui on est, etc. Quand j'ai créé ma première boîte en 97, moi, je viens de l'éducation nationale, j'étais un prof. Vous étiez prof d'espagnol. Oui, j'étais prof d'espagnol. Donc, je ne pouvais pas prétendre à avoir un salaire. Et puis, on n'avait pas levé d'argent. On a vraiment créé cette boîte sans aucun fonds. Donc, c'était notre revenu qui nous a rémunérés. On a passé, je pense, 1 an et demi à ne pas se payer et à utiliser chaque euro qu'on engrangeait pour recruter d'autres personnes. Avec Blue Kiwi, ça a été différent. J'avais déjà vendu ma boîte, j'avais peut-être pas besoin de me payer à ce moment-là. Et avec Quarter, j'ai maintenant un track record, donc quand je lève de l'argent, j'explique aux gens que,
Je dis, voilà, j'investis mon propre argent, mais je rémunère aussi. Bien sûr. Donc, c'est très différent, en fait. Qu'est-ce que vous en avez fait de votre premier chiffre d'affaires? Est-ce que vous vous rappelez un peu? Qu'est-ce qu'on en fait en règle générale? Je crois qu'on paye ses factures. Ouais, on en a accumulé un certain nombre. On en accumule, quoi, en fait. Pour l'instant, son utilité, vraiment, c'est de dire, voilà, ça génère de l'argent, regardez, ça fait 3 ans qu'on y est, voilà, ça fait quelque chose. C'est aussi une preuve. Je pense que c'est ça sa principale valeur. C'est pour nous, c'est pour les personnes qui ont cru en nous, qui ont investi, nos familles, nos proches, et ceux qu'on veut convaincre. Voilà, ça marche. Ouais. C'est pour ça que c'est important. D'accord. La question centrale de cette émission, c'est évidemment la rémunération de l'entrepreneur. Beaucoup, en effet, sont animés par leur passion, on oublie de se payer. C'est une erreur, d'ailleurs, je pense. Ben voilà, justement. Alors, on va en parler justement de cette potentielle erreur. Vous, à quel moment est-ce que vous avez consenti à vous verser votre premier salaire? À quel moment est-ce que je pense que le déclencheur, je vais me payer. Dans ma première boîte en tout cas, où on n'a pas levé de fonds, c'est quand on est devenu profitable. Ouais. Quand on a eu payé nos premiers salariés et qu'il en restait encore un petit peu, et qu'avec ce qui restait un petit peu, on se les partageait. Donc après avoir embauché quand même des salariés. Ouais. Mais quand vous embauchez des salariés, vous ne pouvez pas leur dire oh, by the way, je ne te paye pas. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au début, on fait tout seul, on bricole, ensuite ça génère du chiffre. Ensuite, on recrute, on paye ces gens-là, et puis on apprend aussi à comprendre son business, aussi son business model. Et là, on commence à se payer. Moi, ça a mis 1 an et demi. Mais un salaire, je vous parle de, je sais pas moi, c'était peut-être 1 000 €. Quoi. Ouais. C'était juste moins que le SMIC, hein. Ouais. Certainement. Est-ce que vous vous rémunérez encore déjà à WeCook? Oui, en fait, nous on est parti d'un. T'es au SMIC? Oui, un petit peu plus, un petit peu plus. On appelle ça un SMIC amélioré. En fait, on est parti, qu'on a commencé en septembre 2010. On venait de finir nos études. On est parti d'un constat assez simple. On n'a pas d'argent. On n'avait pas vraiment envie de demander à nos parents. Ils avaient financé toutes nos études. Ouais. Donc on s'était mis en accord avec mon associé, cofondateur. Voilà, on se donne jusqu'en janvier. En janvier, il faut qu'on se paye. On sait qu'on a un projet techno qu'il va falloir 1 an, 2 ans, peut-être 3. On pensait qu'il faudrait qu'un an pour développer la techno. D'accord. Et donc, dès le début, c'était clair, il nous fallait de l'argent. Ouais. Donc, à la fois, on a fait un peu de missions, des missions, développer des applications pour d'autres. De la peinture, de la tapisserie. Alors, c'était plus juste construire des petites applications mobiles. Voilà, et on a levé de l'argent et c'était clair dès le début. C'est une petite somme, mais c'est pour nous payer parce que dans le projet, de toute façon, il n'y avait que nous au début. Et justement, auprès des investisseurs, c'était écrit noir sur blanc. Enfin, vous avez dit que vous, c'était. Et est-ce que les investisseurs aussi vous ont dit, parce que certains disent, voilà, il faut que vous payez quand même aussi. Comment ça s'est passé justement cette phase avec les investisseurs? S'ils peuvent ne pas vous payer, s'ils peuvent faire en sorte que l'argent ne soit pas utilisé pour vous, ça dépend de l'investisseur. Ça dépend, mais c'est général, c'est un critère. Quand vous avez un investisseur qui vous dit, si possible, si tu peux ne pas te payer, puis c'est idiot. Je vais dire, il faut qu'on arrive à payer un minimum nos factures. Il faut que notre état d'esprit, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je veux payer mes factures. C'est-à-dire que je veux que mon esprit soit entièrement dédié à la réussite de la boîte. Ouais. Si vous allez au boulot le matin en vous disant qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants à midi, vous êtes moins concentré. Non, on ne fait pas du bon boulot, c'est forcément. Non, c'est la même chose. Ce qui est clair, c'est que si on en est à soucier que de la manière dont on paye son loyer, j'ai pas encore d'enfant. Ça viendra. Voilà, on peut pas être concentré sur sa boîte. On peut pas être concentré sur un projet qui nous prend 100% du temps, 100% de l'énergie. Donc c'était clair avec nos premiers investisseurs, même ceux qu'on a aujourd'hui. La principale ressource dans l'entreprise, c'est nous. C'est un projet qui est long. Ouais. Les projets d'entreprise, au début, on pense que ça va durer 2 mois. En fait, c'est long, ça prend du temps. Donc, il faut qu'on se ménage un minimum, qu'on arrive en bonne santé et qu'on ne soit pas complètement épuisé au moment où ça va enfin générer du chiffre d'affaires. Ah ouais. Donc, moi, je peux donner une astuce par rapport à ça. Un truc qu'il faut dire aux investisseurs, il faut leur dire, écoutez, voilà, il faut qu'on paye nos factures. Donc, il faut être très transparent en disant, voilà, moi, je n'ai bien entendu pas créer une start-up pour m'enrichir avec du salaire, parce que sinon, on va faire, je suis certain que si en plus, toi, tu es un ingénieur ou développeur ou quoi que ce soit, mais tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Dans un grand groupe. Dans un grand groupe. Donc, on n'est pas là pour s'enrichir avec notre salaire. Mais voilà de façon transparente ma vie. Et vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas en train de payer une maison à Deauville avec, en fait.
Et ça, il faut qu'on se souvienne à ça, sinon je ne vais pas faire du bon boulot, quoi. Alors il y a un internaute qui nous dit « Nous aussi, on se bat depuis 2 ans sans se payer en survivant avec du freelance la nuit. Ouais. » On voit que c'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup, Arnaud également nous dit « 3 ans sans se payer, c'est long ». Est-ce que vous l'aviez déjà, dès le début, vous vous êtes dit, on sait que 1, 2, voire 3 ans, ça va être compliqué et qu'on ne va pas pouvoir faire comme tous nos amis qui sont peut-être dans des grandes boîtes. Nous, c'était très clair, parce que quand on ne se paye pas d'une autre manière, il y a quelqu'un d'autre qui paye, c'est nos parents. Ouais. Faut être réaliste. Au début, on va quand on dit qu'on se paye pas, ça veut pas dire qu'on vit pas, qu'on habite nulle part, et qu'on dort sous un pont. Non, mais sous le bureau peut-être. Oui, qu'il fallait avoir payé. Ouais. Donc c'est très clair. Moi, j'étais avec un associé. Lui avait fait un emprunt pour faire ses études. Ouais. Il fallait qu'il le rembourse. Au bout d'un moment, c'était une contrainte. Se dire qu'on ne peut pas ou ne doit pas se payer pendant 1 an, c'est pas réaliste. Ça va réserver l'entrepreneuriat à une catégorie ou à une cible très limitée. Il faut se dire qu'on va se payer. Nous, notre objectif, c'était au bout de 4 mois, il faut qu'on se rémunère. Sinon, ce n'était pas faisable. Arnaud nous demande, passionné, oui, mais à quel moment sait-on si on va dans le mur? Alors c'est ça aussi le problème, que des fois, c'est un peu le problème de l'entrepreneur. Il faut d'abord dire un truc, c'est que c'est complètement... il faut être fou pour créer une boîte. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire que si vous cherchez des trucs rationnels, etc., si on veut une vie tranquille, avoir un salaire ou un truc comme ça, il faut aller du côté des salariés. Créer une boîte, c'est une aventure qui est complètement tarée. Il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire parce que c'est complètement fou. Alors quand est-ce qu'on va dans le mur? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est entre la vision et l'illusion, quoi, grosso modo. Je pense qu'il faut vraiment passer du temps sur le marché, c'est-à-dire que vraiment à parler avec des potentiels clients, des choses comme ça. Il faut écouter énormément ça, il faut aller voir des investisseurs. Si on va vous dire que c'est nul, que ça ne marchera jamais, bien évidemment, mais s'il y a parmi ces gens-là, parmi votre cible de clients, des gens qui disent non, c'est pas complètement idiot, mais s'il y a quand même des signes positifs, il faut s'accrocher à ces signes positifs. Le seul problème, c'est que quand on est entrepreneur, tous ces signes-là sont des signes émotionnels, c'est-à-dire qu'on est en roller coaster. C'est l'ascenseur émotionnel. Voilà, c'est ça. C'est dès qu'on a un mec qui nous dit mais c'est génial, on va travailler ensemble. Je sais pas si Carrefour te dit un truc comme ça, t'es en haut, t'es super excité, puis le lendemain, un investisseur te dit mais non mais c'est complètement naze, votre business model ça marchera jamais en France, et on redescend tout à fait en bas. Il faut être capable de gérer émotionnellement ce truc-là, c'est quand même très très compliqué. Alors si se rajoute à ça des problèmes économiques, ça devient impossible. Benjamin nous demande, si les fondateurs ont peu d'argent, vaut-il mieux qu'ils réduisent un maximum leurs investissements financiers ou qu'ils recourent un maximum au crédit? Au crédit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prête. Donc en général, c'est clair. Ça peut vite limiter les possibilités. Investissement financier, c'est-à-dire de mettre soi-même son argent dans la boîte. C'est ça, Alors moi, j'ai un truc là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas le boulot du créateur de l'entreprise d'investir dans son entreprise. Le boulot du créateur d'entreprise, c'est d'avoir une idée, d'exécuter cette idée et de la transformer en business. Financer ce projet-là, c'est le boulot des investisseurs. Les investisseurs sont là pour faire des chèques. Okay. Et ils pourront toucher, et pour en mettre, et pour en toucher. Là, vous êtes, on sent l'entrepreneur aux États-Unis qui parle. Parce que chacun son taf. En fait, j'attends pas qu'un investisseur vienne s'immiscer dans mon business au quotidien et m'expliquer comment est-ce que je dois opérer et exécuter le business. Il peut me donner des conseils, et il faut choisir correctement ses investisseurs pour avoir le meilleur. Mais leur boulot, c'est d'investir. Le boulot du créateur d'entreprise, c'est de créer et d'exécuter. Quand le créateur d'entreprise devient investisseur, il y a un mélange des genres en fait, qui est dangereux, je pense. Donc, une des premières choses à faire, c'est d'avoir clairement son idée et d'avoir un plan d'exécution et d'aller présenter ça à des investisseurs, que ce soit des business angels, et ensuite on gradue, quoi, en fait, mais il faut que des investisseurs investissent dans votre projet. Ce n'est pas les banques, ça, c'est certain. Justement, pour Quarter, vous me dites clairement que l'objectif premier, c'est de peaufiner le produit, le service, avant de penser aux revenus. C'est ça un peu la stratégie? Quarter, c'est ma 3e startup. Donc, quand j'ai eu l'idée de Quarter, on a mis notre argent perso. Donc, on a levé $1 million avec notre argent, des business angels qui nous connaissaient, etc., etc. L'objectif là, c'était de valider l'idée, le concept, et de créer un petit peu de techno. Quand on a eu validé ça, on a été ensuite chercher des investisseurs et on a levé 4 millions. Et là, maintenant, c'est d'exécuter, c'est-à-dire de recruter des gens, de faire que le produit soit hyper solide et commencer à générer du chiffre d'affaires. Les subventions et prêts d'honneur peuvent-elles être un bon moyen de financer une partie de la croissance?
Alors, Oui. une question. Oui, Oui. Vous y avez eu recours? Oui. Par contre, c'est chronophage. Ouais. C'est-à-dire que le temps qu'on passe à écrire des beaux dossiers, Ouais. où on vend, où on raconte qu'on va faire beaucoup de choses, qu'on développe des technologies extrêmement innovantes, le temps qu'on passe à apprendre le langage OSEO, le langage public, c'est du temps qu'on ne passe pas déjà soit à convaincre des investisseurs et et à surtout développer à aller sa boîte. voir des vrais clients ou voilà, on peut parfois même, et je l'ai déjà vu dans des startups, développer des choses pour avoir des aides et finalement devenir une machine à aides et plus… Vous avez eu combien, sans indiscrétion, sur les aides au cumulé vous avez au un chiffre? cumulé, on doit être à 150 000 euros, 150 000 euros plus 60 000 euros de prêt d'honneur. D'accord. Donc, Je pense que passer du temps à aller chercher de l'argent chez les investisseurs, ça prend aussi énormément de temps. Et en général, c'est en échange de parts de ta boîte. C'est jamais une bonne nouvelle de donner des parts de sa boîte. Le prêt d'honneur, c'est vrai que c'est sans… non, et je pense qu'il vaut mieux passer du temps à essayer de… La France est un paradis pour les startups. Tous ces dispositifs n'existent pas aux États-Unis. C'est un entrepreneur aux États-Unis qui dit ça, c'est bien. Mais bien sûr, mais je pense très honnêtement que la France est un paradis pour les startups parce qu'il y a le crédit impôt recherche, qu'il y a OSEO qui finance énormément… Bon, après, ça se substitue à ce qu'il n'y a pas aussi. Peut-être on manque de business angels pour financer les amorçages de start-up. Mais je préfère à la limite prendre un argent public qui ne me prend pas des parts de ma boîte en échange et qui me permet peut-être de lancer mon projet. Et il y a c'est des montants plutôt… voilà, on parle de 100, 200 ou des fois même 300. Pour l'amorçage, c'est bien. Pour l'amorçage, c'est quand même super bien. Sans donner un seul pourcentage de sa boîte. Oui, ça vaut le coup de passer un peu de temps. On a été obligé au début au moins de lever de l'argent auprès d'investisseurs. La difficulté, c'est que l'aide publique vient après. Donc ça peut donner l'impression, si on va lever de l'argent, on a l'argent privé sur le compte, une sorte d'abondement. De revenir et d'aller chercher l'aide publique qui va avec l'argent privé, d'avoir passé quand même un délai extrêmement long sur ça. Et de s'éloigner du produit, c'est un risque. Alors, une autre question d'un internaute, c'est un témoignage je pense. On a perdu 6 mois à monter des dossiers pour qu'on nous ferme la porte sous prétexte de ne pas avoir d'activité. Résultat, on fait passer une partie de nos freelances via la boîte en attendant de pouvoir nous lancer commercialement. Est-ce une bonne stratégie selon vous pour représenter nos dossiers ? Est-ce que l'idée est bonne? Moi, j'en sais rien. Ça c'est l'idée aussi. Est-ce qu'ils ont passé 6 mois? Est-ce que finalement le projet est viable? Si le projet n'est pas viable et s'il n'y a pas de marché ou s'il n'y a pas d'avenir à ce truc-là, il faut transformer son activité freelance en activité d'agence. Voilà, c'est ça la bonne idée. C'est le pivot, là, en fait, parce que il faut pivoter, quoi, en fait. Marion nous demande quel avantage d'aller à San Francisco? Le soleil. Non. Alors, quand vous avez vendu Blue Kiwi, vous étiez déjà un peu aux États-Unis? Oui, moi je suis allé aux États-Unis par l'intermédiaire de Blue Kiwi. Bon, San Francisco, c'est la Mecque des startups, quoi. On dit souvent que c'est le paradis des startups. Voilà. C'est pas le paradis des startups, mais c'est la Champions League, quoi. C'est-à-dire qu'on joue en national ici, en Ligue 1, quoi, en fait, et puis après on a l'opportunité d'aller jouer en Champions League. Donc, qu'est-ce qui est si différent concrètement? Les ballons vont plus vite, quoi. C'est la même chose, mais les passes sont plus appuyées. Les investisseurs, par exemple, les investisseurs l'accès au capital est beaucoup plus. Il y a beaucoup d'argent qui est investi. La Silicon Valley, c'est comme Hollywood, sauf qu'on n'échange pas des scénarios et des films, on échange des startups. Mais c'est exactement le même principe. On fait un casting, on recrute des gens. Je prends le VP d'engineering de Twitter. C'est comme si j'avais Robert De Niro dans mon film. Et les investisseurs arrivent, comme les producteurs investissent dans les films, les investisseurs investissent dans les startups. Il n'y a pas ce côté Hollywood à Paris. Donc, si vous avez envie de jouer… C'est une autre façon de lancer sa boîte en France. Et on fait des blockbusters, quoi, en fait. On fabrique des blockbusters, on fait des bandes annonces, quoi, en fait. C'est exactement le même modèle que Hollywood. Donc, il faut… voilà, et si on a un esprit un petit peu comme ça, bling-bling peut-être un peu aussi, il faut y aller. Il faut aller jouer le truc, quoi. Mais c'est roller coaster. Arnaud nous demande, du coup, à part ces factures, quelles sont les priorités? Pour se payer? Ouais. Ou du moins dans la boîte, de toute façon, une fois que nous on est capable de vivre, la deuxième chose c'est d'acheter les ressources qui nous permettront de développer le produit. Alors ça peut être travailler avec des salariés, des stagiaires, ça peut être, on a quand même des cas, si je me lance dans le jeu en ligne, il me faut une licence. Voilà, c'est acheter ce qui va permettre de lancer le produit. Est-ce que vous avez été longtemps dans votre entreprise en ayant le salaire le moins élevé de l'entreprise? Ça arrive souvent aussi qu'on ait des salariés qui soient vraiment… Même encore. Même encore. À San Francisco, les stars, c'est les développeurs. Ça se mène à prix d'or. J'ai pas un développeur à moins de 120 000 $. Le mec a 23 ans. Okay. Donc c'est à ce prix-là qu'en fait,
on est vite quoi, en fait, un des moins payés de la boîte quoi, en fait, si on n'est pas développeur. Donc non, ouais, je pense que il faut assurer bien évidemment sa vie et elle dépend aussi de son. Voilà, moi j'ai 2 enfants, c'est pas la même chose que Mathieu, mais la plus-value on l'a fait au moment de la revente. Hein. C'est là qu'on gagne de l'argent. Et les notes de frais, ça arrive quand? Alors, est-ce que c'est aussi un moyen justement de pallier l'absence de rémunération? Les notes de frais, on fait un peu passer des fois des frais sur la société. C'est des choses qui arrivent, non? Nous, non, le matériel informatique, Tu achètes des pizzas. Voilà, ce qui permet de motiver les outils de motivation de l'équipe. Par contre, je vais déjeuner après, non, c'est pas une note de frais. Ah Voilà, ouais. il faut quand même séparer. On n'est pas là pour brûler l'argent non plus. Donc, non. Surtout l'argent de l'investisseur. Surtout l'argent de l'investisseur, parce que on sait ce qu'on a cédé pour l'avoir. Si, on est là pour griller l'argent de l'investisseur le plus vite possible, à condition que ce soit pour exécuter le projet de la boîte. Parce que c'est une course. Hein. Il faut vraiment aller très vite, quoi. C'est un marché qui va super vite. Moi, je sais que nos investisseurs nous disent souvent aux États-Unis, vous ne dépensez pas assez vite. Mais dépensez pas assez vite, ça veut pas dire tu vas pas assez au resto à midi, quoi. C'est vraiment, il faut recruter plus vite les gens, il faut être sûr d'avoir les bons, etc. Parce que ça se passe maintenant, il faut y aller vite, quoi. En fait. Ouais. Et là, au niveau des investisseurs, vous, est-ce qu'il y a une pression ou est-ce qu'ils vous disent, voilà, ce serait bien que d'ici quelques temps, tu aies ton premier chiffre d'affaires, enfin, tel montant de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont donnés comme ça? Alors, les objectifs, on avait levé des fonds et on avait fait attention sur notre tour de table l'été dernier à éviter justement des objectifs. Il faut faire tant de chiffre d'affaires, etc. On est sur une levée de fonds où sur 300 000 €, on dit voilà, et l'objectif qu'on atteint, c'est montrer qu'il y a un modèle économique ici ou là, montrer que le produit peut fonctionner, qu'il y a des gens qui reviennent et identifier combien il faut pour faire venir plus de monde, parce que ce n'est pas que 300 000 € qu'on va faire de la communication, combien il faut pour actionner un modèle B2B. Donc on est plus dans cette logique-là. Comprendre le business model. Oui. Et je pense que c'est le premier objectif à avoir quand on crée sa boîte, une fois qu'on a validé le concept et l'idée. Le deuxième objectif, c'est de comprendre son business model et de comprendre les mécaniques économiques de son business pour pouvoir ensuite faire des projections. Et savoir exactement combien est-ce que j'ai besoin de lever. Je pense que la bonne stratégie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lever pas beaucoup au départ pour comprendre vite. Et une fois qu'on a compris qu'on a une machine, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer une machine, c'est-à-dire je mets 1, j'ai 2. Quand ils ont compris ça, si je mets 1, j'ai 2, on va lever le maximum parce qu'on veut en mettre le maximum dans la machine. Alors une question pour vous justement, Carlos, il reste quelques minutes encore si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Carlos, votre premier client chez Blue Kiwi était Dassault, je crois. Dassault Systèmes. Comment avez-vous réussi à négocier votre premier contrat avec un grand compte, des aptitudes cachées de super commercial? Moi, je suis un super commercial. Ouais. C'est ce qu'on dit, un entrepreneur, c'est le premier commercial de la boîte. Voilà, l'entrepreneur doit être… En fait, on passe notre temps à vendre notre boîte, mais pas simplement à des clients. On passe notre temps à vendre notre boîte à des investisseurs, à des salariés pour leur dire de venir bosser chez nous, à des prospects pour venir donc il faut, je pense, en tant qu'entrepreneur, être un super commercial. Si vous n'êtes pas… Et à vendre à notre famille aussi. Moi, je vends à ma femme, elle en a marre, quoi, en fait. Elle me dit, c'est bon, ça suffit, etc. On arrête, on fait autre chose, prend la direction de je ne sais pas quoi en France, machin, et je suis obligé de lui vendre. Comment on fait pour vendre à des grands groupes? Les grands groupes, il faut les faire… En fait, il y a 2 choses. Vous vendez 2 trucs dans une start-up. Soit vous vendez du rêve, ou soit vous vendez des métriques. Okay. Donc, quand vous n'avez pas des métriques, vous vendez du rêve. Donc, il faut dire aux grandes entreprises, il faut leur dire, voilà, vous n'êtes pas en capacité d'innover, moi, je peux co-innover avec vous, je peux vous aider à aller plus vite, etc. etc. Ou alors, des métriques, s'ils vendent à Carrefour en disant, écoutez, chaque fois qu'un mec passe chez moi, en fait, X% vont acheter dans votre magasin, ça, c'est des métriques. S'ils sont capables de prouver ces métriques-là, ils vendront aux grandes entreprises. Sinon, il va leur vendre de la co-innovation et leur dire, vous n'avez pas le temps de le faire, donc laissez-nous le faire pour vous. Alors, je pense tout à l'heure il y avait une question sur quand est-ce qu'il faut savoir arrêter ou qu'on est dans le mur. Je pense que c'est le moment où on n'arrive plus à vendre du rêve à personne. Bon, déjà, ni à soi-même. Ni à soi-même. Donc, déjà là ça va plus du tout. Mais qu'on n'arrive plus à le vendre à son équipe, à sa famille et surtout à des investisseurs. On n'arrive plus à le vendre à personne. Il faut commencer à se poser des questions. Alors là on va prendre, il y a 3 questions qui viennent de tomber, donc on va essayer d'aller assez vite. Victor, finalement la première motivation quand vous montez une boîte, est-ce de faire de l'argent via la revente ou de vous investir dans un projet qui vous tient à cœur? Mais jamais de faire de l'argent. Mais jamais de faire de l'argent. Enfin, si vous voulez faire de l'argent, il ne faut pas créer une boîte, quoi, parce qu'il y a 90% de chances que ça se plante. Moi, je suis assez chanceux, mais
Donc ne montez pas une entreprise avec un objectif financier. Si votre boîte marche, vous allez faire beaucoup d'argent. Mais il y a 90% de chances que ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais. Alors Alexis Ohaillon nous demande, avec WeCook, comment avez-vous valorisé la boîte avant de lever 300 000 €? C'est une très bonne question. Ouais. Le fait d'avoir peu de métriques, n'est-ce pas le risque de se faire justement vampiriser au premier tour de table? Alors, comment vous avez… Alors, on déborde un peu du sujet, mais bon, c'est intéressant. Il y a une loi de l'offre et de la demande. Selon le mois de l'année auquel vous venez, il y a plus ou moins d'investisseurs. Et quelle période, vous? C'était l'été. Au cours de l'été. Donc si vous venez, vous levez des petits tickets, il vaut mieux venir avant la déclaration ISF de juin ou en fin d'année en décembre. Il y a vraiment une loi de l'offre et de la demande. Au final, quand vous n'avez pas de métrique, c'est une discussion et voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Voilà. Donc il n'y a pas de… Il y a des business angels qui aimeraient bien la trouver, mais non, il n'y a pas une équation où on dit j'ai 3 fondateurs, ils ont fait telles études, ils ont prouvé que 5% du business model, ça fait tant. Non. Ils ont beaucoup questionné sur vous, j'imagine, sur votre parcours, sur vos motivations, non? Sur quoi c'est basé les échanges? Que sont basés les échanges? Les échanges sont sur nous, ce qu'on a fait, ce qu'on est capable on a été capable de prouver dans toute la durée de la discussion, qui a duré assez longtemps, et puis sur là où on veut aller. Parce que ce qui est